prisonnière de l'argent et de mes désirs. Salut à tous, je suis ici aujourd'hui pour partager une histoire qui me dépasse, une histoire qui me met dans une situation où je ne sais plus quoi faire. Je ne vais pas donner mon nom, mais je veux parler directement, sans filtre, parce que j'ai besoin d'aide. Je m'adresse surtout aux jeunes filles là dehors, pour leur raconter mon parcours et leur montrer où j'en suis. Ma vie est un mélange de chaos et de luxe, et je suis arrivée à un point où je suis perdue. Je vous en prie, écoutez-moi et donnez-moi vos conseils, vos idées, parce que je ne vois plus clair. Je viens d'une famille modeste. Chez nous, c'était moi, ma mère et mes 2 petites sœurs. Je suis l'aînée, celle qui a toujours porté le poids des responsabilités. Mon père est mort il y a quelques années, emporté par une maladie qu'on n'a jamais vraiment pu soigner faute d'argent. Sa disparition a tout changé pour nous. Avant, on vivait simplement, mais on s'en sortait. Ma mère vendait des légumes au marché, mon père travaillait comme maçon, et moi, je faisais des petits boulots après l'école pour aider. Mais quand il est parti, tout s'est effondré. On a dû quitter notre petite maison pour un taudis, dans un quartier pauvre de la capitale. Un endroit où l'eau stagnante sentait mauvais, et où les murs en tôle rouillée tremblaient à chaque pluie. Ma mère n'a jamais été une femme facile à vivre. Elle a toujours voulu plus, toujours rêvé d'une vie qu'on ne pouvait pas se permettre. Rien ne la satisfaisait. Même quand on avait un peu d'argent, elle trouvait ça insuffisant. Elle était gourmande, obsédée par l'idée d'avoir plus de vêtements, plus de nourriture, plus de confort. Après la mort de mon père, cette obsession est devenue pire. On n'avait presque rien, et elle nous le faisait sentir tous les jours. « Vous croyez que ça suffit, ça ?» Elle criait, en montrant le peu qu'on avait sur la table, un bol de riz ou une soupe maigre. Elle nous poussait à bout, et bientôt, elle a trouvé un moyen de transformer sa soif d'argent en un plan tordu. Un jour, elle nous a réunis, mes sœurs et moi, dans notre petite pièce sombre qui servait de salon et de chambre à la fois. Elle nous a regardés avec un air sérieux et a dit « La vie est dure et on doit faire ce qu'il faut pour survivre. Vous êtes jolie, vous pouvez plaire aux hommes. Je veux que vous couchiez avec eux. » J'étais sous le choc. Mes sœurs, encore plus jeunes que moi, ont baissé les yeux. Gênée, j'ai essayé de protester. « Maman, on ne peut pas faire ça. C'est mal. » Mais elle n'a pas écouté. Elle nous a menacés. « Si vous refusez, pas de nourriture pour vous. Vous resterez le ventre vide toute la semaine. » Elle était sérieuse. Elle l'a fait une fois, une semaine entière sans rien à manger, juste de l'eau trouble qu'on tirait d'un puits. On était affamés, faibles, et à la fin, on a cédé. On n'avait pas le choix. C'est elle qui nous a présentés aux hommes. Elle ne se souciait pas de qui ils étaient, jeunes, vieux, riches, pauvres, mariés ou pas. Tout ce qui comptait, c'était l'argent qu'ils pouvaient lui donner. Elle jouait les entremetteuses, négociant avec eux comme si on était des marchandises. Elle nous envoyait dans des chambres d'hôtel miteuses ou chez eux, et après chaque rendez-vous, elle venait récupérer l'argent directement. Elle disait « C'est pour nous, pour qu'on survive ». Mais on voyait bien qu'elle gardait presque tout pour elle. Elle achetait des robes flashy, des bijoux bon marché, et nous, on avait juste de quoi manger un peu mieux qu'avant. Du riz avec une sauce un peu plus consistante, ou parfois du poulet. Pour éviter les problèmes, elle nous donnait une concoction à boire avant chaque rencontre. C'était une mixture amère, faite avec des herbes qu'elle allait chercher chez une vieille femme du quartier. Elle disait que ça empêchait les grossesses et les maladies. Après chaque client, elle nous faisait avaler une autre potion, censée resserrer nos corps pour qu'on reste fraîche pour les suivants. On a grandi comme ça, mes sœurs et moi, dans ce cycle infernal. Elle nous a appris tout ce qu'elle savait. Comment séduire, comment plaire aux hommes, comment les faire craquer. Elle nous a montré des positions, des techniques, comment les caresser, comment les chevaucher, comment les rendre fous. On est devenus des expertes, des professionnels. Elle disait toujours « Les hommes, c'est simple, donnez-leur du plaisir et ils videront leurs poches pour vous. » Et elle avait raison. Parfois, les clients demandèrent des choses spéciales.
Certains voulaient être ma mère en plus de nous, une combinaison mère-fille. Elle acceptait sans hésiter, à condition qu'il paye gros. C'était plus cher, un service premium, comme elle disait. Elle nous faisait asseoir ensemble sur un lit, elle à côté de moi ou de ma sœur. Et on jouait ce jeu sordide pour satisfaire ces hommes. On oubliait qu'elle était notre mère, qu'on était des sœurs. On devenait des machines, des objets pour leur plaisir. Elle nous avait entraînés à tout faire, et on le faisait bien. On était des pros. Point final. Ça a duré des années. On a traversé des dizaines, peut-être des centaines d'hommes. On a appris à sourire même quand on avait envie de pleurer, à rire même quand on se sentait sale. Et puis, un jour, j'ai rencontré un homme différent. Un Al-Haji, comme on dit ici. Un riche commerçant, plus âgé, avec une barbe grisonnante et une voix grave. Il est entré dans ma vie comme un ouragan. La première fois qu'on s'est vus, dans une chambre d'hôtel un peu plus chic que d'habitude, je lui ai donné tout ce que je savais faire. Je l'ai retourné, je l'ai rendu fou. Je l'ai chevauché comme une reine, j'ai joué avec lui jusqu'à ce qu'il ne sache plus où il était. Il m'a dit après, essoufflé, « Toi, tu es exceptionnel. » Moi, je riais intérieurement, pensant à tout ce qu'il avait aimé, à comment j'avais maîtrisé chaque mouvement pour le faire craquer. Cet homme n'était pas comme les autres. Il ne s'est pas contenté de payer et de partir. Il est revenu, encore et encore. Et il a commencé à dépenser beaucoup pour moi. Il m'a offert des cadeaux, des robes en wax cousues sur mesure, des chaussures brillantes, des sacs à main. Puis, il est allé plus loin. Il a construit une maison pour moi et ma famille dans notre ville natale. Un bâtiment en béton avec des fenêtres en verre et un toit solide. Pas comme les taudis où on vivait avant. Il a sorti ma mère de la misère en l'installant dans un commerce de bijoux, des colliers en or, des bracelets qui brillaient au soleil. Il a payé des études à l'étranger pour une de mes sœurs et il m'a couverte de luxe. Des vêtements de marque, des bijoux, une voiture rutilante. On est passé de la pauvreté à une vie de classe supérieure, presque du jour au lendemain. On était riches, vraiment riches. Et ma mère nageait dans le bonheur. Quand il m'a demandé en mariage, elle a été la première à dire oui. Pour elle, c'était le jackpot, le but ultime de tout ce qu'elle nous avait poussé à faire. C'est pour ça qu'on a travaillé dur, elle m'a dit, les yeux pétillants. Moi, je savais qu'il n'était pas parfait. Je le connaissais bien. On avait passé des mois ensemble avant le mariage. Mais ce qu'il m'offrait, cet argent, ce confort, ça valait tout l'or du monde. Alors, j'ai dit oui, et on s'est mariés dans une cérémonie grandiose, avec des invités en tenue traditionnelle et des plats qui débordèrent des tables. Mais il y avait un problème, un gros problème que je n'avais pas vu comme un obstacle avant. Cet Al-Haji, il ne tenait pas au lit. 2 minutes, maximum, et c'était fini. Comme des nouilles instantanées, à peine commencées, déjà terminées. Avant le mariage, ça ne me dérangeait pas trop. J'avais d'autres hommes, des clients qui me satisfaisaient pleinement. Avec lui, je me concentrais sur l'argent, pas sur le plaisir. Mais une fois mariée, tout a changé. J'ai dû arrêter mes affaires, couper les ponts avec ces autres hommes. Je suis devenue une épouse respectable, censée rester fidèle. Et là, j'ai réalisé à quel point ces 2 minutes me laissaient sur ma faim. J'ai tout essayé pour le faire durer plus longtemps. Des positions différentes, des caresses, des mots doux pour l'exciter. Rien n'y faisait. Il finissait en un éclair, me laissant frustrée, insatisfaite. J'ai fini par aller voir ma mère. « Maman, je ne comprends pas. Cet homme ne me satisfait pas. 2 minutes, et c'est tout. » Elle a ri, comme si c'était une blague. « Ce n'est pas un problème, ma fille. S'il ne te satisfait pas, trouve quelqu'un d'autre. Tu es mariée, pas morte. Fais-le discrètement, et tout ira bien. » J'étais surprise par sa réponse, mais en y réfléchissant, ça faisait sens. Elle m'avait toujours appris à prendre ce que je voulais, et là, elle me donnait une solution toute simple.
Mon mari voyageait beaucoup pour ses affaires, allant d'une ville à une autre, parfois à l'étranger. Quand il était absent, il m'envoyait de grosses sommes pour mon entretien, des millions qui arrivaient sur mon compte chaque mois. J'en profitais pour m'amuser. J'ai commencé à voir des gigolos, des jeunes hommes que je payais pour me satisfaire. Ils étaient forts, endurants, et ils savaient y faire. L'un d'eux, en particulier, était un expert du doggy style. Il me renversait, me soulevait les jambes et me donnait tout ce que je voulais, jour et nuit. Avec lui, je me sentais vivante, comblée. Je le payais bien, 500 000 par jour. Une session de 3 jours me coûtait 1,5 million, sans compter la nourriture et les extras. Mais ça valait chaque centime. Pendant que mon mari était loin, je vivais ma vie, et l'argent continuait de couler. Tout allait bien jusqu'à récemment. Avec les nouvelles technologies, mon mari n'a plus besoin de voyager autant. Il peut travailler depuis la maison, gérer ses affaires par appel vidéo et email. Maintenant, il est là tout le temps, dans notre grande maison pleine de marbre et de meubles importés. Et ça a tout gâché. Il ne m'envoie plus d'argent comme avant. Pourquoi le ferait-il, puisque je suis sous son toit? Il s'occupe de la nourriture, des factures, mais moi, je n'ai plus rien pour mes extras. Pire encore, je n'ai plus d'espace à moi. Il est toujours là, à me surveiller, à remplir la maison de sa présence. Je ne peux plus sortir voir mes gigolos. Ils m'appellent, me disent qu'ils me manquent. Et moi, je deviens folle sans eux. Je les veux tellement que j'en perds la tête. Cet Alagi, c'est un vieil homme. Il ne peut pas me satisfaire, même avec tout l'argent du monde. J'ai essayé des aphrodisiaques, des potions, des mixtures achetées dans des boutiques douteuses. Rien ne marche. 2 minutes, et il s'effondre, satisfait, pendant que moi, je reste là, frustrée, à fixer le plafond. J'ai une fille avec lui, une petite princesse que j'ai envoyée étudier à l'étranger pour qu'elle ait une vie meilleure. Mais moi, je suis coincée ici, libre, mais prisonnière. Je suis une femme qui a connu des dizaines d'hommes, qui maîtrise tous les styles, qui peut rendre n'importe qui fou de plaisir. Et maintenant, je suis réduite à cet homme qui ne me donne rien au lit. Je suis venue ici parce que je ne sais plus quoi faire. Mon mari ne me donne plus assez d'argent, je n'ai plus ma liberté et je souffre. Je veux retrouver mes gigolos, ces hommes qui me font vibrer. Ils me manquent et sans eux, je dépéris. J'ai parlé à ma mère, mais même elle, avec toute sa ruse, n'a pas de solution. Elle continue de profiter de l'argent qu'elle a, elle voit encore des hommes pour elle-même, mais moi, je suis bloquée. Je veux des idées. Comment récupérer de l'argent de mon mari? Comment trouver un moyen de voir mes amants sans qu'ils le sachent? Je suis une professionnelle, pas une femme ordinaire. J'ai besoin d'être satisfaite, et cet Alagi ne peut pas me l'offrir. Ne me jugez pas trop vite. Vous ne savez pas ce que c'est de grandir comme moi, forcée par une mère avide, entraînée à tout donner pour survivre. L'argent, c'est bien, mais ça ne remplit pas tout. Moi, j'ai besoin de plus, et je ne peux pas vivre sans ça. Alors, aidez-moi. Donnez-moi des idées intelligentes pour reprendre ma vie en main. Je veux de l'argent et ma liberté, et je refuse de rester dans cette cage dorée à souffrir en silence.